Merci beaucoup Élodie. C'est vrai que c'est tout à fait intéressant et moi j'aime bien effectivement venir sur le terrain pour voir un peu comment la loi est appliquée et tout ce qui reste à faire pour qu'elle le soit beaucoup mieux, beaucoup plus en tout cas. Donc déjà, qu'est-ce que signifie cette loi de lutte contre le système prostitutionnel? Déjà, il faut nommer les acteurs. Les acteurs, ce sont les proxénètes et les réseaux qui sont les bénéficiaires économiques du système. Donc il faut quand même rappeler que c'est le trafic le plus rentable après celui des armes et de la drogue. Le deuxième personnage, ce sont donc les clients, qui sont les financeurs de ce système, parce que c'est bien leur argent qui alimente les réseaux des proxénètes. Ils ne peuvent pas faire semblant de ne pas savoir qu'en payant une personne pour un acte sexuel, c'est bien les réseaux, les proxénètes qui les alimentent. Donc il était temps de leur mettre le doigt dessus, le nez dessus. Et enfin, évidemment, les autres actrices, ce sont les personnes prostituées qui sont des victimes d'une relation sexuelle imposée par l'argent. Alors cette loi, elle affirme l'ambition de vivre dans une société que l'on veut égalitaire et combattre les violences masculines, sexistes et sexuelles faites aux femmes, c'est un passage obligé pour atteindre l'égalité. Or, la prostitution, c'est par excellence l'indicateur des inégalités entre les femmes et les hommes. 80 à 85% des personnes prostituées sont des femmes, mais 99% des clients sont des hommes. Et donc, la prostitution, c'est aussi la base de la culture du viol, parce qu'elle contribue à diffuser l'idée que le corps des femmes peut être à disposition à tout moment, soit en violant, soit en payant. Donc, en votant cette loi, les parlementaires ont clairement affirmé que l'objectif était de soustraire la sexualité à la violence et à la domination masculine, dans la continuité des lois criminalisant le viol, y compris le viol conjugal, et correctionnalisant le harcèlement sexuel. Cette loi était donc, tu l'as dit, Agnès, bel et bien précurseur du mouvement MeToo. Elle proclame que la notion de besoin sexuel irrépressible renvoie à une conception archaïque de la sexualité qui ne saurait en aucun cas légitimer la prostitution, pas plus qu'elle ne justifie le viol. Donc la domination masculine, il faut le rappeler, ce n'est pas biologique. Ce n'est pas inscrit à la naissance. Donc en ratifiant, pour l'histoire de la loi, donc en ratifiant en 1960 la Convention des Nations Unies de 1949, la France s'est clairement déterminée comme abolitionniste, contrairement à d'autres pays qui ont choisi soit le prohibitionnisme, qui interdit complètement la prostitution, soit le réglementarisme, professionnalisant la prostitution. Aucune maison close n'est autorisée sur le territoire depuis 1946 et la France s'est dotée de lois contre le proxénétisme qui interdisent, ces lois, de tirer profit de la prostitution d'une personne ou de l'inciter à se prostituer. Les peines peuvent aller, je le rappelle, jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Et nos lois contre le proxénétisme ont permis de limiter le nombre de personnes prostituées sur le territoire. Nous estimons en France qu'elles sont environ entre 35 et 40 000 personnes prostituées, alors qu'en Allemagne, par exemple, qui a choisi le réglementarisme, elles seraient environ 400 000. Il faut rappeler que le chiffre d'affaires des entrepreneurs du sexe en Allemagne est estimé à plus de 14 milliards d'euros. 400 000 en Allemagne, 40 000 en France. Voilà pourquoi nous ne sommes pas pour le réglementarisme. Alors la loi. La loi, bon, tu l'as rappelé, Elodie, mais c'est bien aussi de rappeler qu'elle était faite de 4 piliers vraiment indissociables les uns des autres. 4 piliers. Lutter contre le proxénétisme et la traite, évidemment. Accompagner les personnes prostituées qui veulent sortir de cette violence en leur garantissant un accès aux droits et des alternatives crédibles. Éduquer à la sexualité et au respect du corps dès le plus jeune âge. Et enfin, responsabiliser le client en posant un interdit dans la loi et en le pénalisant. Commencé en 2011, grâce à Daniel Bousquet et Guy Geoffroy, qui avaient déjà fait une résolution qui avait été votée à l'Assemblée nationale en décembre 2011. Ensuite, nous avons pu, en 2012, reprendre cette résolution pour la transformer en une proposition de loi. Et il a fallu plus de 5 ans de travail parlementaire avec des allers-retours avec le Sénat pour que cette loi soit promulguée. C'est en décembre 2013 qu'ont commencé les vraies batailles, en interne des assemblées, Sénat, Assemblée nationale, et en externe, avec une presse et des lobbies proxénètes vent debout sur un aspect particulier du texte. Tu l'as dit, Elodie, la responsabilisation du client.
Alors jusqu'à présent, le sort des personnes prostituées ne les intéressait pas beaucoup. Elles pouvaient être aussi interpellées, mises en prison, avoir des amendes. Ça n'intéressait absolument personne, on n'en parlait pas. Mais tout d'un coup, on parlait des clients. Alors là, vraiment, il fallait absolument défendre la liberté sexuelle. Évidemment, celle des clients. Les personnes prostituées, bien entendu, ça ne les intéressait pas. Donc oui, nous avons créé une infraction de recours à la prostitution, punie d'une inscription au casier judiciaire et de 1 500 € d'amende. En cas de récidive, l'infraction constitue un délit puni d'une peine d'amende de 3 750 €. Depuis 2002, le recours à la prostitution des mineurs, il faut le savoir, était déjà un délit. On y reviendra sans doute quand on parlera après de la prostitution des mineurs. Et nous avons donc créé une peine complémentaire sous la forme d'un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels. Cette loi transpartisane est une loi de société. Elle a été élaborée par des parlementaires de gauche et de droite, parce que c'est une loi de société. Elle a été voulue pragmatique, en prenant à bras-le-corps les réalités de la prostitution sous toutes ses formes et en apportant des réponses concrètes aux victimes. Et c'est aussi une loi symbolique, parce qu'elle est normative, qu'elle dit ce que notre société accepte, choisit ou refuse. Elle choisit de faire changer le regard sur la prostitution. Elle affirme la non-patrimonialité du corps humain. Son respect garantit, sauf à nier la différence entre les êtres et les choses, que le corps ne peut être un objet ordinaire de commerce, que les choses ont une valeur et sont remplaçables, que les personnes ont une dignité et sont irremplaçables. La non-marchandisation du corps humain doit être un principe universel et civilisationnel. C'est pourquoi l'achat d'organes est un délit pénal, quand bien même la personne qui les vend serait volontaire et revendiquerait cette liberté. Autoriser l'achat d'un service sexuel, c'est ouvrir la voie à tout ce qu'on a pu sauvegarder de l'économie de marché. Le principe qui nous a animés est qu'une société qui prône l'égalité est incompatible avec le droit d'exploiter la précarité et la vulnérabilité d'autrui. Avec cette loi, notre société affirme que nous ne pouvons pas laisser à leur sort des femmes qui sont contraintes, soit pour des raisons économiques, soit par la force, de vendre des actes sexuels. Qu'il n'y a pas d'un côté les personnes prostituées et de l'autre le reste de la population. Si les prostituées sont les premières victimes, la prostitution pèse sur toutes les femmes, en inscrivant les schémas de la domination masculine dans la représentation de la sexualité des femmes et des hommes. La société doit répondre collectivement à cette misère, en offrant des alternatives aux personnes qui veulent sortir de la prostitution et en mettant fin à l'impunité de ceux qui contribuent à ce système. L'interdiction d'achat d'actes sexuels, c'est à ce jour la mesure la plus efficace pour dissuader les réseaux de traite et de proxénétisme de s'implanter sur notre territoire. En les gênant au quotidien, en tarissant la demande, nous rendons leur commerce moins rentable et on réduit de fait la traite. L'objectif est évidemment la baisse du nombre de victimes. Alors nous avons entendu beaucoup d'objections. La prostitution, par contre, serait l'expression de la liberté sexuelle. Les mouvements de libération des femmes se sont battus pour mettre frein au droit de cuissage, pour que la sexualité soit libérée de la violence et soit vécue dans un désir partagé, en dehors des contraintes morales, psychologiques ou financières. Un acte sexuel, ça ne s'achète pas, ça se partage. Comment nous faire croire que subir des relations sexuelles tarifées sous la contrainte économique ou par la violence relève du consentement? La liberté sexuelle ne peut pas être la possibilité de disposer du corps de l'autre. La prostitution, c'est la liberté sexuelle du client, certainement pas celle de la prostituée. Alors, il existe aussi un discours visant à camoufler la réalité de l'exploitation sexuelle, comme de parler de travailleurs du sexe, et de faire accepter que le sexe des femmes soit un produit marchand. C'est un subterfuge pour donner une fonction sociale valorisante et reconnue aux personnes prostituées. C'est un terme de propagande inventé et utilisé par les profiteurs de l'industrie du sexe. Non, ce n'est pas un travail comme un autre, et un recul civilisationnel considérable si on acceptait ce terme. L'intégrité, la dignité, tout s'oppose à la notion de travail dans l'activité sexuelle qui engage les parties les plus intimes du corps. Les syndicats ouvriers ne s'y trompent pas. La CGT, par exemple, a déclaré « Dans la prostitution, la personne est engagée tout entière, il n'y a plus de séparation entre elle et la fonction qu'elle occupe. La force de travail, physique ou intellectuelle, est à distinguer de l'intimité.
Le sexe doit rester une barrière. Tout ne s'achète pas, tout ne se vend pas. C'est une activité évidemment destructrice de l'individu. La prostitution est à minima un acte de contrainte économique et toujours une situation d'asservissement et jamais un travail. Alors on nous dit aussi qu'elles le veulent bien. Elles le veulent bien. On va quand même rappeler que 93% des personnes qui consentent à subir des pénétrations sexuelles non désirées sont des femmes étrangères. Que l'âge moyen dans la prostitution est de 14 ans, je pense que tu l'as dit aussi tout à l'heure. Leur espérance de vie moyenne est de 34 ans. On sait bien qu'elles le font pour des raisons économiques, jamais pour le plaisir. Elles le font pour survivre et souvent pour nourrir leurs enfants. Et c'est aussi, il faut le dire, un système largement pédocriminel. Enfants et adolescents étant source de profit, bien sûr. Alors on dit aussi que la prostitution ferait diminuer le nombre de viols. Or, les viols sont commis à 80% par l'entourage de la victime, 34% au sein du couple, et que 63% des victimes sont des mineurs. Il faut aussi le rappeler. Alors des femmes disent cependant que c'est leur choix. Cette activité leur convient et qu'elles n'y sont pas contraintes, soit, mais elles ne sont pas représentatives de près de 90% des victimes de traite qui demandent qu'à en sortir. Et quand bien même une seule personne prostituée revendiquerait ce choix, au nom de quoi notre société ne déciderait-elle pas de protéger toutes les autres? La loi est là pour protéger les plus vulnérables. Alors, il y a des critiques de la loi. Alors, il y a des critiques de la loi. Elle augmenterait, on cherche un peu tout, il faut dire que ça ne marche pas bien comme il faut. Elle augmenterait les risques à cause de la clandestinité. Alors, on va faire un petit rappel. Avant la loi, les personnes prostituées pouvaient être poursuivies pour racolage. Donc, elles se cachaient. Elles pouvaient, je l'ai dit tout à l'heure, elles pouvaient être sanctionnées, verbalisées, etc. C'est fini, ce n'est plus le cas. Nous avons supprimé le délit de racolage. Donc, elles se sont des femmes libres. Elles ne sont plus des délinquantes. Donc ça, il est bon de le rappeler. Et donc, si maintenant un client va leur imposer un acte qu'elle refuse ou qu'il ne veut pas payer, tout simplement, il s'expose à être dénoncé parce que la loi est claire. C'est le simple fait de solliciter un acte sexuel qui est illégal. Donc, pénaliser les clients, c'est atténuer leur toute-puissance. Si la personne prostituée veut aller porter plainte, elle peut le faire. Certes, il faut faire rentrer dans les esprits que dans les commissariats, les gendarmeries, il faut accepter cette idée qu'elles viennent porter plainte. Mais il faut le faire savoir parce qu'elles sont dans leur droit. Si un client veut leur imposer un acte qu'elles ne veulent pas, elles peuvent aller porter plainte. Et c'est le client qui sera poursuivi et pénalisé. Voilà. Alors en fait, ce qu'il faut surtout dire, c'est que l'argument de la clandestinité qui est avancé par nos détracteurs, c'est simplement l'aveu de la dangerosité de l'activité prostitutionnelle. Ça, il porte sur la clandestinité, ce serait sur le lieu d'exercice. Alors que bon, on sait très bien que le danger fondamental, c'est pas là que ça se passe. C'est quand, à huis clos, la personne est avec le client dans une pièce, une chambre, une voiture, enfin une chambre d'hôtel, etc. Et quant aux supposées violences supplémentaires que la loi permettrait, il n'y en a pas d'autres que celles qui sont inhérentes à l'activité de la prostitution elle-même. Ce sont les agressions sexuelles, physiques, psychologiques qui accompagnent la prostitution et la répétition d'actes sexuels non désirés qui sont violents et qui portent atteinte à l'intégrité du corps. Aucun élément réel de violence n'a été signalé à cause de la loi, contrairement à ce qui est répondu. Et la situation de précarisation des personnes prostituées, que l'on connaît bien, évidemment, elle n'est pas due à la loi. La précarisation des personnes prostituées, c'est un état de fait. Ce n'est pas dû à la loi. Donc tout ce discours est propagé par les opposants. Alors oui, nous l'affirmons, cette loi est faite pour diminuer le recours à l'achat d'actes sexuels et pas pour organiser au mieux les intérêts des proxénètes. Plus inquiétant, parmi nos opposants, il y a des organisations connues comme humanitaires et censées défendre les plus pauvres des précaires. Comment peuvent-elles défendre cette violence et ce mépris de la dignité humaine qu'est la prostitution? Sans doute parce que leur financement vient en partie de lobbies proxénètes, faisant l'apologie de la prostitution. Oui, elles sont financées en partie par des lobbies proxénètes. D'ailleurs, un exemple, une association parisienne censée prendre en charge les personnes prostituées recevait une subvention d'un site de petites annonces sur la prostitution sur Internet. Je peux citer une source. Alors aujourd'hui aussi, en parlant de réseaux de traite, on sait qu'il y a des réseaux de traite
qui tentent d'attirer les femmes et enfants qui fuient l'Ukraine. Et on leur propose leur aide, ils proposent leur aide. Venez vous prostituer, on va vous aider. Je veux dire, mais quelle société peut tolérer ça? Quelle belle image de notre solidarité nationale de voir ces affiches et ces discours de ces associations qui attirent comme ça les personnes venant qui viennent d'Ukraine dans la situation où elles sont. Vraiment chaude. Alors ces associations, les mêmes toujours, ont tenté de faire annuler la loi auprès du Conseil constitutionnel, lequel a au contraire affirmé son bien fondé, en rappelant que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle. Par ailleurs, un sondage effectué en 2019 par Ipsos montre que pour 78% de nos concitoyens, cette loi est une bonne chose, que 79% pensent qu'il ne devrait pas être possible d'avoir accès au corps et à la sexualité d'autrui en payant, et surtout 85% jugent important, voire urgent d'agir. Alors posons-nous la question, que notre société perdrait-elle à mettre un terme à la prostitution? Rien, elle ne perdrait rien. La critique que nous formulons, ceux qui partageons l'envie que cette loi soit appliquée, c'est que justement le peu d'empressement et de mise en œuvre dans certains départements, et bien sûr, et tu l'as dit Elodie, le manque d'application de la loi par l'Éducation nationale. Figure pourtant très clairement dans le Code de l'éducation, nous avions vraiment veillé dans la loi de 2016, la sensibilisation à tous les âges de la vie à la non-marchandisation et au respect du corps. C'est pas fait. Non plus que les 3 séances prévues d'éducation à la sexualité dans les collèges et lycées. Et on sait que pour beaucoup, les jeunes sont éduqués par la pornographie. Céline nous en parlera tout à l'heure longuement. Aujourd'hui, on constate une augmentation de la prostitution des jeunes. Il y a 10 ans, on parlait de 8 à 10 000 mineurs. Aujourd'hui, on parle de 15 000. Les réseaux sont plutôt des réseaux issus des cités qui exploitent majoritairement des mineurs délocalisés, désocialisés et vulnérables. Ils les recrutent dans les quartiers, dans leur foyer d'accueil, ou via les réseaux sociaux. Et ces proxénètes donc prostituent les jeunes filles par le biais d'annonces sur des sites internet dédiés, par la messagerie ou des applications. Ils font des réservations dans des hôtels bas de gamme ou des plateformes de location. Et en 2020, plus de 85% des mineurs victimes de proxénétisme l'étaient au titre du proxénétisme de cité. La situation précaire des victimes, associée à l'attrait de l'argent facile et à la banalisation des relations sexuelles, les incite à consentir librement à la prostitution sans qu'elles en acceptent le symbole. On appelle ça aussi le michetonnage. La contrainte psychologique et les violences physiques peuvent intervenir dans un deuxième temps, parfois, lorsque les mineurs cherchent à s'émanciper de leur proxénète. Alors sont annoncées régulièrement des arrestations de proxénètes ou de tellement de réseaux, mais jamais, nous n'entendons parler d'arrestation de clients mineurs, pourtant passibles, eux, de 45 000 € d'amende et de 3 ans de prison. Jamais, on en entend parler. Alors, 6 ans après sa promulgation, là où elle est appliquée, la loi fonctionne. Tu l'as dit aussi. On dit qu'il faut 10 ans pour qu'une loi soit mise en œuvre, mais on ne peut plus attendre maintenant. Les enjeux sont trop importants. Les moyens et la mobilisation de ceux qui en ont la charge tardent et leur responsabilité pourtant est considérable. L'appareil d'État doit appliquer les lois de la République sur l'ensemble du territoire. Lutter contre les proxénètes et les réseaux, éducation, prévention, accompagnement et protection des victimes, pénalisation des clients, ce sont 4 mots d'ordre pour une loi humaniste, féministe, abolitionniste, ce qui est l'instrument le plus efficace et le plus cohérent pour décourager la demande, lutter contre la prostitution et la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle. Gisèle Halimi déclarait « On ne peut pas être féministe et défendre ce servage des femmes. Sur le viol, on a progressé, mais c'est une violence visible, tandis que la prostitution, on l'habille comme un choix. Et c'est ça qu'il faut combattre radicalement. » Voilà, je vous remercie.